Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler des helminths, soit les vers. Je peux vous garantir que ce ne sera pas votre cours préféré. On va voir des petites vidéos parfois, je vais dire un petit peu troublant, là, sans vouloir vous faire peur, mais il y a des parties là-dedans qui sont pas super le fun. Puis ensuite, on va parler des arthropodes, donc arachnides, insectes, qui peuvent soit causer un problème, une infection eux-mêmes, ou être des vecteurs, donc des espèces de véhicules permettant l'entrée dans votre corps de virus ou de bactéries ou de protozoaires. Donc, on commence par les vers et leurs caractéristiques générales. Donc, les vers, on les appelle les helminths, et il y a deux grandes familles, ou deux grands groupes. Les platelminths, qui sont eux-mêmes subdivisés en deux sous-groupes. Donc, platelminths, le nom le dit, là, ils sont plats, donc des vers plats. Donc, il y a les cestodes et les trématodes. Je vais vous montrer la différence entre les deux dans quelques instants. Et l'autre grand groupe, ce sont les nématodes, donc les vers ronds. Il y a des vers plats qui sont très petits, il y a des vers plats qui sont très longs. Le ver solitaire est un ver plat. C'est tout sauf microscopique, là. On peut le voir à l'œil nu, ça peut mesurer plusieurs mètres de long. Même principe pour les nématodes. Il y a des vers ronds qui sont très très petits, comme les oxyures, et d'autres qui sont très gros, des vers ronds qui sont très gros, comme les ascarides. Donc, on va les distinguer. Puis je vais donner des exemples de chacun de ces types de vers-là dans quelques instants avec des images et des vidéos à l'appui. Caractéristiques structurales ou anatomiques, ce sont des organismes eucaryotes, donc les cellules possèdent des noyaux, pluricellulaires. Puis même plus que ça, ce sont des espèces complexes. Donc, les vers vont avoir un système nerveux. Si vous pensez, là, vous pouvez penser là, à un ver de terre qui est sur l'asphalte quand il pleut. Vous pouvez lui toucher, puis il va avoir une réponse. Il va soit se débattre, essayer de se tortiller. Les vers vont avoir un système digestif complet, ont un système circulatoire. Donc, les vers de terre ont des cœurs. J'ai bien dit des cœurs, pas juste un. Donc, ce sont des organismes complexes. Au niveau de la reproduction, ben là, ça va être très varié. Il y a des espèces qui peuvent être dioïques, donc sexe mâle et femelle sur deux spécimens différents. Donc, on doit avoir un mâle, une femelle pour la reproduction. Monoïque ensuite ou hermaphrodite, donc on peut avoir les deux sexes sur le même spécimen. À ce moment-là, ben, le ver ne peut pas s'auto-féconder, quoique ça peut être possible dans le cas des vers solitaires, là, mais les vers hermaphrodites donc, vont avoir les deux sexes, mais chacun des partenaires, lorsqu'ils se rencontrent, pourront se féconder un l'autre. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement important le dernier point. Là. Sachez qu'il y a une grande variété, mais de savoir comment ou quelle espèce fait quoi, ce n'est pas important. Donc, parmi les vers plats, j'en ai parlé là. Un des exemples, qui est un cestode. Quand on parle des cestodes chez les platelminths, ce sont des vers qui sont segmentés. On le voit un petit peu sur l'image du haut. Là. Donc, il y a plein de petits segments sur ce ver-là. On va expliquer à quoi ils servent bientôt. Tandis que les trématodes, qu'on va voir dans quelques instants aussi, sont des vers qui sont souvent plus ont une apparence uniforme, non segmentée. Puis bon, les vers ronds, je donne un exemple. Ankylostoma duodénalé, donc un ver qu'on va retrouver au niveau du tube digestif. Dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'attache à votre muqueuse intestinale, puis il va la grignoter, en absorber le sang. Vous voyez son orifice buccal, là, ça a quasiment l'air d'un film d'horreur quand on regarde ça. Donc, on va aller voir divers exemples plus précis. Donc, on commence avec les platelminths, sous-groupe des trématodes. Vous avez ici un trématode, donc la douve. La douve, c'est un ver qui peut infecter plusieurs parties de votre corps. Souvent, ça va être au niveau du système digestif, mais il y a un type ou deux types de douves, qu'on va appeler les douves pulmonaires et les douves du foie. La douve, on va être infecté par la contamination des os, par les œufs de ces vers-là ou les larves de ces vers-là. Souvent, ça va être porté par
soit du homard, des écrevisses. Donc, on va manipuler ces crustacés-là pour les manger, ou si vous en faites la pêche, okay? Vous vous contaminez comme ça, puis ensuite les vers vous infectent, vous produisez des vers que vous expulsez dans vos selles par la suite, puis le cycle continue. Exemple de cestode, donc le plus connu c'est le ténia, c'est le ver solitaire. Okay? Lui aussi c'est un parasite intestinal. Il y a des gens qui peuvent être infectés par le ver solitaire et n'avoir pratiquement pas de symptômes. Okay? En fait, les gens vont réaliser qu'ils ont une infection par des vers quand ils vont trouver dans leur selle ces petits segments-là, okay? Qu'on appelle des proglottis. Okay? C'est écrit ici. Donc, les proglottis, dans le fond, ce sont des segments du ver qui s'en détachent, qui sont libérés dans les selles et qui contiennent okay, les structures génitales et les œufs fécondés. Okay? Donc, par la suite, vous libérez ça dans vos selles, ça s'en va dans l'eau. Ça peut être consommé par un autre humain, ça peut être consommé par un animal qui lui aussi va être contaminé. Donc, il y a un cycle d'infection qui se fait comme ça. Il y a des gens aussi, puis je vais le mentionner, qui ont des vers solitaires et qui ont des conséquences graves, okay? Qui vont avoir de l'anémie, qui vont avoir des pertes de poids importantes, des douleurs abdominales. Okay? Donc, ça peut être problématique. Et là, on regarde, okay, encore une fois, au niveau structural, là, je parlais des proglottis, ça c'est l'extrémité caudale, donc sa queue. Mais si on regarde au niveau de sa tête, okay, regardez comment il peut s'accrocher dans votre intestin. Okay? C'est équipé de ventouses, de crochets. Donc, je vais donner un exemple assez spectaculaire. Le ver solitaire, okay, si quelqu'un en a un, okay, et cette personne donc, prend un bain ou va dans un spa, donc il y a de l'eau chaude, le ver peut être attiré par cette chaleur-là. Okay? Donc, éventuellement, il pourrait sortir partiellement au niveau de l'anus. Donc là, on peut imaginer l'inconfort de la situation. Ce n'est pas une bonne stratégie de tirer dessus fortement, parce que dans le fond, ce que ça va faire, c'est que vous risquez de le casser, puis le ver va encore être en vous, puis il va continuer à vivre. L'idée, okay, c'est... ou bien on reste longtemps dans le bain et on attend qu'il sorte, mais ça ne doit pas être le fun, puis ça doit être angoissant puis un peu traumatisant. Ce qu'on peut faire, c'est aller chez le médecin, se faire prescrire un médicament qui va paralyser le ver, et le ver, une fois qu'il est paralysé, vous allez l'expulser en entier dans les selles. Okay? Donc ça non plus, ça ne doit pas être nécessairement le fun, mais au moins vous en êtes débarrassé. Comment on attrape ça? Donc, ça peut être en buvant de l'eau contaminée, ça peut être en mangeant de la viande contaminée qui est mal cuite aussi. Okay? Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Je vous montre une petite vidéo, un extrait du moins d'une vidéo. C'est une colonoscopie qu'une dame a subie. Puis, on voit le ver, okay, à l'intérieur. On va enlever le son. Vous pouvez retourner voir la vidéo si vous voulez, puis l'écouter avec le son. Mais somme toute, dans le fond, ce qu'on voit, c'est la présence du ver. Okay? On peut le voir bouger là, à quelques reprises. Donc voilà, là, vous pouvez vous amuser. Donc on en voit ici, c'est long, ça peut être replié, ça prend de la place quand même. Okay? Puis c'est ça, c'est tout sauf microscopique. C'est vraiment une grosse bestiole qui vous infecte à ce moment-là. Donc, je n'en montrerai pas plus, on va en voir d'autres de toute façon. Donc, ça, c'est les platelminthes. Donc, trématodes ont un aspect un petit peu plus uniforme, tandis que les cestodes vont être segmentés. Okay? Et ces segments-là, les proglottis, c'est ce que vous pourriez voir dans les selles si jamais vous êtes infecté. Okay? Puis ça va être d'une couleur un petit peu plus blanchâtre que ce que l'on voit. Ça va être de la couleur, dans le fond, de ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Le cycle de vie, okay, ça, c'est une douve. Okay? Paragonimus kelkai, ok, je vais finir par le dire. Il est tôt ce matin, j'ai de la misère un petit peu. Donc, cette douve-là, okay, on voit son cycle de vie, puis vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, c'est juste pour comprendre la complexité de la chose. Okay? Puis moi, encore une fois, je me demande toujours comment les scientifiques ont fait pour faire le lien entre tout ça. Donc, on évacue les œufs okay, dans les selles se retrouvent à l'eau, vont infecter des escargots, qui est un autre intermédiaire. Ensuite, l'escargot va être mangé ou va contaminer le homard, les crevisses, peu importe. Puis nous, ben, on attrape les crevisses, le homard. En le manipulant, on peut être contaminé aussi. Je vous invite à aller voir, je pense que ça dure 5-10 minutes, là,
l'émission ou le segment d'émission Monsters Inside Me. Je vais vous conter un petit peu l'histoire si vous voulez aller le voir, si ça pique votre curiosité. Donc, c'est un gars qui a failli mourir suite à une infection comme celle-là. Puis, comment il a attrapé l'infection, je peux le dire, là, ça sera pas, je ne vais pas gâcher votre plaisir. Là. Il a fait un pari avec ses amis, donc il faisait une sortie en canot en chum, puis ils ont attrapé un écrevisse vivant, puis ses amis ont parié avec lui qu'il n'aurait pas le courage de manger le dit écrevisse. Puis ben, la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il l'a bouffé. Okay? Mais ce pari stupide-là, okay, une gang de gars ensemble, des fois ça peut faire ça, a fait en sorte qu'il a failli mourir. Fait qu'allez le voir, le petit reportage, c'est bien fait, c'est un peu mélodramatique, là. Il y a de la musique angoissante, puis il te laisse croire que la personne va mourir, mais tu vois la personne après qu'elle soit guérie dès le début de l'entrevue, fait que c'est un peu bizarre. Autre exemple de platelminthe, okay, la schistosomiase, okay, ou bilharziose, okay, c'est les deux noms pour la même maladie. Ce ver-là, ou ce type de ver-là, okay, il y a deux types. Okay? Il y a un type qu'on retrouve en Afrique qui peut être problématique au niveau de la santé. Puis là, regardez, là, c'est quand même assez spectaculaire. Vous avez le ver femelle, oui, qui emprisonne le ver mâle à l'intérieur. Okay? Donc, elle se replie autour du mâle pour le garder captif. Okay? Ça devient quasiment son esclave sexuel. C'est assez épouvantable quand tu penses à ça. Okay? Donc, ces vers-là vont produire les œufs. Les œufs vont être libérés par les personnes infectées, donc dans les selles ou dans l'urine. D'ailleurs, souvent pour détecter le parasite, dans l'urine, il peut y avoir des traces de sang. Donc, on prend un échantillon d'urine et on va au microscope et ça devrait nous permettre de voir okay, soit les œufs là, ou des petites structures comme ça qui sont libérées par l'urine. Donc, les œufs, les larves okay, continuent leur cycle dans l'eau, vont se développer okay, en furcocercaire. Okay, ça, c'est un des stades de développement. Et cette petite bestiole-là, okay, ce qu'elle va faire, ou ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle va entrer dans votre peau quand vous vous baignez. Donc, vous êtes dans de l'eau contaminée. Ça entre dans votre corps. Okay, ça va se déplacer, ça va migrer un peu partout dans votre corps. Et c'est là que ça peut causer des problèmes donc digestifs et urinaires. Okay, au niveau du système digestif et au niveau du système urinaire, entre autres. Nous, au Québec, okay, on a des vers qui produisent des furcocercaires comme ça, okay, mais ils ne causeront pas de maladie grave parce qu'ils vont mourir dans notre peau. Okay. Ils vont causer ce qu'on appelle la dermatite du nageur. Donc, vous vous baignez dans des lacs, des rivières de la région. Okay. Puis, ben, dans les lacs et les cours d'eau de la région, nous, on a beaucoup de bernaches, on a beaucoup d'outardes, on a beaucoup de mouettes. Okay. Des canards aussi. Donc, ils peuvent être porteurs de ces vers-là. Puis, vous l'avez déjà vu si vous êtes promené sur les pistes cyclables près des cours d'eau ou sur les plages de la région, ben, des fois, il y a beaucoup de déjections d'oiseaux près des cours d'eau, donc ça se ramasse dans l'eau éventuellement. Donc, quand vous vous baignez ici au Québec, ces furcocercaires-là, dans le fond, ils vont vous rentrer dans la peau. Mais comme vous n'êtes pas un canard, ben, vous n'êtes pas un hôte naturel, ils vont mourir. Mais ça va créer des démangeaisons, des rougeurs au niveau de la peau. C'est déjà arrivé, moi j'étais allé, c'était au lac Philippe, puis en arrivant en voiture là-bas, on nous remettait un petit pamphlet là, pour nous avertir que l'eau était contaminée et qu'on pouvait développer de la dermatite du nageur. Okay? C'est pas clairement écrit que ce sont des vers, dans le fond, qui causent ça. Ça serait peut-être un peu plus traumatisant si on le savait. Un autre Echinococcus, okay? Celui-là, il y a eu un cas il y a 2 ans, je crois. Vous pouvez aller voir l'article ici, là. Dans les Laurentides, donc c'est un enfant qui a été infecté. C'est quand même une maladie rare. Okay? Ça peut être transporté par les excréments d'animaux, particulièrement les chiens, les renards, les coyotes. Okay? Donc, je ne sais pas, moi, s'il y a des coyotes, par exemple, ici dans la région, vous prenez une marche avec votre chien en forêt, il boit de l'eau contaminée, il mange des excréments qu'il trouve. Okay? Peu importe. Donc, il pourrait être contaminé, puis vous pouvez vous contaminer par la suite aussi en ramassant, par exemple, les déjections de votre chien. Dans ce cas-ci, l'enfant a eu des graves complications pulmonaires. Okay? Je crois qu'il en est guéri, mais vous pourriez aller voir l'article, c'est dans la presse. Je vais aller voir à quelle date. Il me semble que c'était quand même relativement récent. Là. Ouais, c'est ça, ça fait 1 an à peu près.
OK, 1er mars 2019. Donc, j'ai dû parler de ça avec mes étudiants et étudiantes juste avant le confinement, à la session dernière. Donc, pour aller lire l'article comme tel, c'est intéressant de voir ce qui se passe. OK, il peut y avoir de l'information, encore une fois, du CDC. Les vers ronds, okay, deux principaux groupes, mais on va voir qu'il y a d'autres exemples aussi, là. Les oxyures et les ascaris. Les oxyures, on en voit dans le récipient qui est ici, ça ressemble à un plat de pétri, là. Ce sont de très petits vers ronds. Okay? On va être contaminé, encore une fois, contact fécal-oral. Donc, il y a quelqu'un qui est infecté, libère des œufs dans ses selles, puis bon, ça peut se ramasser dans l'environnement. La personne, par exemple, lorsqu'elle se lave ou s'essuie les fesses, ne se lave pas les mains correctement par la suite, dépose des matières fécales contaminées sur, je sais pas moi, le robinet, la poignée de porte, des objets qu'elle touche, et quelqu'un arrive par la suite, touche les mêmes objets et se contamine. Anecdote là-dessus, moi, il y a un de mes enfants qui a attrapé ça à la garderie. À la garderie, bon, il y a des enfants qui sont aux couches, il y a des enfants qui sont un petit peu plus autonomes et qui n'ont peut-être pas l'hygiène des mains qui va être parfaite. Donc, ce qui est arrivé, probablement, je ne saurais jamais, mais je peux extrapoler les circonstances, c'est qu'il y a un enfant qui était contaminé, a touché peut-être, encore une fois, des objets dans la salle de bain ou peut-être des jouets dans la salle de jeu. Mon enfant a touché les mêmes choses, puis ben, c'est malheureux, puis c'est plate d'y penser, mais il s'est mis les doigts dans la bouche, comme beaucoup d'enfants le font, puis il s'est contaminé. Comment on a su que notre garçon avait ces problèmes-là? Je vais juste regarder, je pense que j'en parle plus tard. Là. OK? C'est pas grave, je vais en parler ici. Donc, ce qui est arrivé, c'est que notre garçon, dans le fond, qui était encore aux couches, quand on lui donnait son bain, ben, il se plaignait de démangeaison, puis il se grattait les fesses. Okay? Il se grattait les fesses jusqu'au sang. Donc, ça, c'est toujours un signe qu'il y a une potentielle infection. Puis, bon, ça a été le cas. Okay? Dans le fond, ce qu'on peut faire pour vérifier, il y a deux choses. Ou bien on fait un prélèvement au niveau des fesses. Là, ça va paraître niaiseux ce que je dis, mais c'est vraiment ça qu'on fait. Là. Vous prenez du ruban adhésif transparent, on l'applique au niveau de l'anus ou de la région périanale, puis on regarde ça au microscope, puis on va voir les œufs. Parce que les œufs vont être produits par les femelles qui vont aller pondre à la région périanale. C'est ça qui cause l'irritation, puis les démangeaisons. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder, là, ça a l'air weird, je m'en excuse, regarder les fesses de la personne pendant la nuit, parce que c'est la nuit souvent que les femelles vont pondre, et on peut voir littéralement, je m'en excuse, l'image encore une fois que vous pouvez avoir, donc on peut voir les vers sortir partiellement puis pondre leurs œufs. Donc là, tu as un diagnostic précis et rapide. Ce qu'il faut faire, ben, c'est aller à la pharmacie, aller au comptoir de prescription, là, parce que ce n'est pas vendu en vente libre, mais vous n'avez pas besoin d'une prescription. Vous demandez un médicament qui s'appelle le Combantrin. Et dans le fond, vous prenez un comprimé, puis dans le fond, tout le monde dans la maison prend un comprimé. Donc, moi et ma conjointe, plus mon fils qui est infecté, avons pris un comprimé. Puis, il faut nettoyer la salle de bain, tout ce qui a été en contact ou peut avoir été en contact avec les mains contaminées de notre enfant ou avec des gouttelettes qui auraient été projetées par les toilettes. Il a fallu appeler la garderie pour leur dire que, bon, on avait un cas d'oxyure. Bon, eux aussi ont dû tout laver. Puis là, imaginez la quantité de jouets, d'objets qui doivent être désinfectés. C'est beaucoup de travail, mais c'est comme ça. Donc, les oxyures pouvaient causer ce genre de problème-là. Donc, je vais vous montrer encore une fois une petite vidéo. Non, dans ce cas-ci, ce n'est pas les oxyures. Je m'en excuse. Ça va être une vidéo où on voit un enfant, en fait, l'intestin, qui est rempli de vers ascarides. Ce sont de gros vers dans ce cas-ci. Donc, ce n'est pas l'infection à oxyure dont je vous parlais. Donc, dans ce cas-ci, on procède à la chirurgie. Pourquoi? Parce que les vers sont trop nombreux et si on prenait, par exemple, un médicament pour les paralyser, ben, il y aurait des risques d'obstruction, de boucher l'intestin, puis ça pourrait entraîner la mort de l'enfant. Donc, ils vont en enlever une très grande partie. C'est sûr qu'ils vont peut-être en oublier quelques-uns. Ils vont peut-être oublier des vers, pas des vers, mais des œufs qui seraient présents. Mais quand il en reste moins, là, à ce moment-là, on peut administrer un anti-helminthe qui va, dans le fond, éliminer ce qui reste. Donc là, je vous avertis, c'est graphique. Là.
Fait que si ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Donc, on retire les vers comme ça. Puis, je vais même mettre un petit peu de son pour vous montrer un extrait parce que même eux vont être, on va dire, surpris de la quantité qui va sortir. Yo no como espagueti, doctor, por eso no estoy firmando, si no, no estuviera aquí. Dios! Wow! Voilà. Okay? Fait que c'est assez spectaculaire. Ça dure quelques minutes. Fait que moi, je peux arrêter. Des fois, c'est pas la meilleure idée de manger du spaghetti après avoir vu une capsule comme celle-là. Voilà. C'est tout pour ça. Donc, pour les oxyures, donc, j'ai peut-être pas de vidéo, mais sachez encore une fois là, que le médicament fait son effet. Il faut bien tout nettoyer pour éviter de se recontaminer par la suite. Puis, généralement, c'est assez rapide pour s'en débarrasser. Autre petite vidéo. OK. Donc, ça, c'est chez un enfant de 8 ans qui souffrait depuis 3 mois de diarrhée, d'anémie. Puis, regardez ce qu'il y avait dans l'intestin. Des milliers de petits vers. OK? Qui devaient se nourrir de sa paroi intestinale, qui devaient se nourrir du sang qui est en dessous aussi. Donc, c'est ce qui causait l'anémie. Qui devait absorber aussi une partie des nutriments que l'enfant ingérait. Donc, tu n'absorbes pas tous tes nutriments, donc tu vas avoir des carences aussi. D'autres nématodes, le ver de Guinée. Okay? Ce ver-là, encore une fois, on se contamine en buvant de l'eau qui est elle-même contaminée. Le ver va migrer, okay, jusque dans vos extrémités. Donc, les vers femelles vont migrer. Et après un an suivant l'infection, la femelle va sortir, okay, donc va sortir par la peau et va libérer ses œufs. Okay? Puis là, il y a tout le cycle de vie là, avec des crustacés, encore une fois, qui est assez complexe. Mais la particularité de cette infection-là, okay, c'est que les médecins okay, ou les intervenants dans le domaine de la santé là, peuvent tirer sur le ver doucement, okay, sans le casser, pour le retirer. Mais il paraît que ça provoque une douleur extrêmement grave, extrêmement intense, une sensation de brûlure. Okay? Vous pouvez, en fait, je peux regarder un bout du reportage avec vous, mais c'est ça, c'est une maladie assez douloureuse, on va dire comme ça, pour ça qu'il y a l'image du feu au début, là. La dracunculose, plus communément appelée ver de Guinée, est une parasitose invalidante provoquée par un long ver filiforme, le Dracunculus medinensis. La maladie du ver de Guinée, dont l'humanité a souffert pendant des siècles, se transmet chez l'être humain exclusivement par la consommation d'eau contaminée et se manifeste plus de 12 mois après l'infection. C'est à partir d'une flictène, située en général dans le bas de la jambe, que la femelle du parasite, mesurant entre 60 à 100 cm de long, émerge en provoquant ainsi une pathologie invalidante et hautement douloureuse. En 1986, près de 3,5 millions de cas étaient recensés chaque année. Je vais arrêter la vidéo là, vous pourrez le continuer vous-même, okay, mais c'est juste pour vous dire que maintenant, okay, il y a beaucoup moins de pays où la maladie est problématique, donc il y a eu une amélioration, par exemple, de la prévention, une amélioration aussi du traitement des eaux. Donc, on a fait beaucoup de progrès en ce sens-là. Donc, c'est positif. Okay? Mais sachez que c'est encore une maladie qui existe. C'est plus rare maintenant, heureusement, mais ça existe encore. L'autre, les filaires. Et là, je vous invite à regarder particulièrement la jambe de la personne qui est ici. Donc, il y a définitivement quelque chose d'anormal. Donc, ces vers-là okay, ne pondent pas des œufs, mais vont libérer des larves directement. Donc, on saute une étape du développement. Donc, les filarioses peuvent être cutanées ou lymphatiques. Donc, ça peut être au niveau de la peau ou bloquer le système lymphatique, d'où l'accumulation de liquide, là, puis, on va dire, pas une croissance, je ne vais pas dire ça comme ça, là, okay, mais le développement anormal là, de la jambe à cause de l'accumulation. Donc, le vecteur, c'est des moustiques de type Culex, Anopheles ou Aedes. Okay? Je vous montre encore une fois un petit bout de vidéo. On ne va pas tout le regarder parce que là, on pourrait passer un cours entier à ne regarder que des vidéos. Celui-là. Vulnerable communities. A parasite that infects the human lymphatic system. Mosquitoes spread the tiny parasitic worm that causes. On voit le moustique là, qui pique. Puis on va voir les conséquences. Ça, c'est
sur, encore une fois, un pied de la personne. Donc, on pourrait, là, je pourrais, écouter, il y en a, si je vous montre celle-là ici, c'est assez spectaculaire, là. OK? Donc, la jambe est vraiment, en fait, même les deux jambes sont affectées, là. C'est triste comme maladie, là. Moi non plus, j'aime pas ça regarder ça, mais je vous le montre quand même, okay, pour qu'on comprenne les conséquences d'infection par des vers. Okay? Les infections peuvent être pulmonaires, digestives et même invalidantes là, au niveau des articulations, pas des articulations, mais des membres, limiter la marche et le déplacement, des choses comme ça. Oh, qui n'a pas le fun cette image-là, okay? Avoir un ver dans l'œil. Okay? Toxocara canis ou cati. Donc, c'est une zoonose. Okay? Canis, ça veut dire chien, canidé. Cati, ça doit référer probablement aux félins. Okay? Donc, zoonose transmise par les canidés ou les félins. On l'appelle aussi larva migrans, okay? Oculaire ou viscérale. Donc, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de vos organes internes ou au niveau des yeux, comme on le voit sur cette image. Okay? Le sentiment de ne pas être le fun. Donc, on ingère les œufs, puis les larves vont partout. Ça crée ce qu'on appelle une éosinophilie. Okay? Et les éosinophiles, okay, ce sont des cellules immunitaires qui réagissent normalement, okay, en présence de gros parasites. Donc, c'est normal d'avoir une éosinophilie. Donc, on va détecter ces cellules immunitaires-là en très grand nombre dans le sang des personnes qui sont infectées. Vous et moi, okay, dans notre sang, c'est peut-être 0,0 quelque chose % des cellules sanguines, les éosinophiles. Okay? Ce sont des cellules très rares. Et quand quelqu'un a un problème par des parasites, par des vers, okay, on peut en voir le nombre augmenter de beaucoup. Il y a des traitements antiparasitaires qui existent pour traiter cette maladie-là. Encore une fois, si vous voulez aller voir le petit vidéo Monsters Inside Me, donc un petit reportage sur ces infections-là, allez le voir, c'est intéressant. Okay? Il y en a que ça les écœure jusqu'à un certain point, mais on est dans le domaine de la santé, donc il faut se renseigner sur ce type d'infection-là. Puis encore une fois, le lien sur le CDC, puis le lien du manuel Merck, ce sont des liens qui vous donnent beaucoup d'informations. Le lien du manuel Merck, c'est intéressant parce qu'il est en français. Donc, vous pouvez ajouter de l'information à vos connaissances. Il y a vraiment plein d'infections, comment on fait le diagnostic, comment on fait le traitement, la prévention, etc. C'est très bien fait. Il y en a pour pratiquement toutes les maladies, là. Donc, je l'ai mis là. Le lien CDC, c'est très bien fait aussi. C'est un site anglophone qui provient des États-Unis. Larva migrans, donc c'est le même. Okay, regardez, là, on peut le voir littéralement à travers la peau. Okay, donc, c'est ça. Pas le fun. Okay, puis, dans le fond, c'est ça. Vous pouvez être contaminé parce que le ver passe à travers la peau. Okay, puis, même si votre peau, il n'y a pas de lésion dedans, okay, le ver peut faire son chemin et se propager un peu partout en vous par la suite. Ça termine le petit segment sur les vers. Okay, vous pourriez faire des recherches, aller fouiller. Il y en a plein d'autres espèces avec des images et des vidéos, tous plus épouvantables les uns que les autres, mais je vous en ai montré seulement quelques-uns. Peut-être vous concentrer là, sur, par exemple, le ver solitaire, la douve, les oxyures, okay, qui sont des infections un petit peu plus fréquentes au Canada. Vous avez aussi la dermatite du nageur là, qui est fréquente, mais qui est bénigne. Okay? Le pire qui arrive, c'est que tu as des démangeaisons, puis ton système immunitaire va finir par éliminer le furcocercaire, donc l'espèce de petite larve là, qui t'a rentré dans la peau. Maintenant, les arthropodes, donc les arachnides et les insectes, différence entre les deux. Okay? Ici, on a 8 pattes, ici, on en a 6. Les poux, okay? Les fameux poux. Mes deux enfants sont de retour à l'école, donc on a toujours peur en début de session, début d'année scolaire, là, que la première lettre arrive de l'école nous informant que dans la classe de notre enfant, il y a eu des cas de poux, donc il faut leur vérifier la tête. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement la fin du monde quand tu y penses, des poux. Il ne faut pas associer ça à un manque d'hygiène. Il ne faut pas associer ça à des gens qui vivent en situation de pauvreté. Des poux, là, ils ne font pas la distinction. Okay? Ah, ça, c'est une tête de riche, ça, c'est une tête de pauvre, ça, c'est une tête sale, ça, c'est une tête propre. Okay? Eux, ce qu'ils veulent, c'est du sang. Okay? Puis du sang, vous en avez, peu importe votre revenu familial, puis tout ça. Donc, le poux va être transmis par un contact.
direct tête à tête, ou via un objet qui a été en contact avec la tête, donc brosse à cheveux, casquette, sucre, etc. Les poux ne sautent pas. Si quelqu'un a des poux et il est à côté de vous, ça ne va pas sauter. C'est sûr que si la personne, par exemple, touche ses cheveux, puis après ça, vous caresse les cheveux aussi, bien là, vous avez un problème. Et il ne faut pas avoir honte de dire, par exemple, que votre enfant ou vous-même avez eu des poux. Souvent, les gens vont le cacher parce qu'ils trouvent ça gênant et tout. Même des fois, j'ai vu des gens qui le cachaient pour ne pas avoir la honte de dire que leur enfant avait des poux. Puis là, ils envoyaient quand même leur enfant jouer avec les petits voisins, puis ça contamine les voisins, fait que c'est pas mieux. Encore une fois, je vais faire une comparaison. Là. Personne n'a honte de dire qu'on a la gastro. Ça arrive, vous dites « Ah, je ne peux pas aller travailler aujourd'hui, j'ai la gastro. Je ne suis pas allé à l'école aujourd'hui, j'avais la gastro. » Pensez-y, quand tu as la gastro, là, ça veut dire que tu as mangé ou bu de la matière fécale. Tu as mangé de la marde. Pense-y. Puis là, tu dis ça à tout le monde comme si de rien n'était. Puis quand quelqu'un a des poux, la seule affaire qu'il a faite, c'est qu'il a été proche de quelqu'un. Votre enfant a des poux parce qu'il a des amis, parce qu'il a été faire un câlin à quelqu'un, parce qu'il a joué avec quelqu'un. C'est pas gênant, ça, de dire ça, il me semble. Donc, les poux, c'est pas la fin du monde, mais on s'entend que c'est pas le fun. Ça peut être beaucoup de travail là, pour s'en débarrasser avec des shampoings et tout, particulièrement plus astreignant comme travail quand on a un enfant qui a les cheveux longs. Moi, mes deux gars ont les cheveux très courts, donc ça ne serait pas nécessairement la fin du monde. Puis dans le pire des cas, on te rase ça, puis c'est terminé. Puis s'il y a des poux, par exemple, sur l'oreiller de votre enfant, puis c'est l'hiver, faites juste ouvrir les fenêtres 20 minutes, puis avec le froid, toutes les poux vont mourir. Mais généralement, les poux ne survivent pas longtemps s'ils ne sont pas sur la tête de quelqu'un, donc s'ils ne peuvent pas se nourrir. Les poux du pubis, j'ai pas d'image, mais c'est un peu le même principe, là, mais pas la même place. C'est pas sur la tête, donc c'est au niveau des poils pubiens, au niveau des organes génitaux. Ce qui est particulier avec les poux du pubis, c'est que l'être humain est la seule espèce qui peut être porteur de ces poux-là. Et s'il y avait une tendance mondiale qui se complétait ou se concrétisait, à savoir que tout le monde se rasait les poils pubiens, pour des raisons soit d'hygiène ou d'esthétisme, peu importe la raison que vous choisissez, les morpions disparaîtraient. Ça serait l'extinction des morpions, parce que tout le monde aurait l'entrejambe rasée. Puis je suis pas mal certain que personne ne pleurerait la disparition des morpions. Là. Il n'y aurait pas de manifestation pour sauver les morpions. Ne vous rasez pas, sauvons les morpions. C'est pas comme les ours polaires qui sont cute, on veut les sauver, là, ou les bébés phoques. Les poux du pubis, s'ils sont éteints, personne ne va s'en plaindre. Ensuite, d'autres dans le fond, dans ce cas-ci, les acariens, qui sont des arachnides aussi. Donc, on a l'image ici. Donc, les acariens, vous faites dodo avec eux toutes les nuits. Donc, ils sont dans votre lit, dans les tapis aussi. Ils sont très petits, on ne les voit pas à l'œil nu, il ne faut pas trop s'en faire. Généralement, ils ne causent pas de problème, sauf si vous développez des allergies. Les allergies, vous êtes allergique à quoi? Bien, vous êtes allergique aux excréments d'acariens. Vous n'êtes pas allergique à la bestiole elle-même, vous êtes allergique à son caca. Donc, ça, c'est un problème. Donc, à ce moment-là, lavez les draps plus souvent, les oreillers plus souvent, ou changez l'oreiller plus souvent aussi. Ça vaut la peine. Dans certains cas, les acariens peuvent causer la gale. Là, je vais juste vous montrer une image. Donc, ça crée des lésions au niveau de la peau, comme on le voit ici. Donc, dans le fond, ce qui va se produire, je ne sais pas si on peut le voir plus loin. Bref, les acariens se font des chemins. Ils vont creuser des petits sillons sous votre peau. C'est là qu'ils vont se reproduire. On le voit un petit peu ici, c'est un dessin. Donc, l'acarien entre dans votre peau, il fait sa maison, pond ses œufs, puis là, ça va créer les taches, pas les taches, mais les marques d'inflammation, les rougeurs comme ça. Ça se traite, la gale avec des crèmes, des choses comme ça. Les punaises de lit, pas le fun, vont se situer littéralement dans vos lits parce qu'ils vont aller vous piquer la nuit. Donc, c'est souvent là qu'ils vont élire domicile. Il faut faire attention quand vous allez à l'hôtel, vérifiez le rebord du matelas, vérifiez les draps. Si vous voyez des petites taches de sang, bon, de un, la qualité du nettoyage n'est pas super à votre hôtel, mais si vous voyez des petites taches, soit de sang, des petites taches noires, dans les coutures, vérifiez les coutures des matelas pour voir si vous ne voyez pas justement soit l'insecte lui-même ou des petites taches comme noires qui sont plus comme les œufs, des trucs comme ça.
À ce moment-là, vous changez d'hôtel, vous changez de place, mais couchez pas là. Ce que vous devez faire aussi à l'hôtel, évitez de déposer votre sac ou votre valise sur le sol ou sur le lit. Okay? Donc, vous ne voulez pas que les punaises entrent dans votre valise, dans vos vêtements et que vous rameniez ça à la maison. Donc, déposez-les sur un meuble en bois, sur une table, okay? Mais pas sur un meuble ou les tapis en tissu. Okay? Évitez ça le plus possible. Les punaises de lit sont de plus en plus résistantes aussi aux traitements chimiques que l'on pourrait appliquer. Dans certaines villes comme New York, il y a des traitements à la chaleur. Donc, ils entrent dans un appart. Là, vous sortez votre chat, votre poisson, vos plantes, puis ils montent la température avec des puissantes chaufferettes là, à plus de 60 degrés Celsius. Donc, ça tue tout. Okay? Là, le problème avec ça, c'est que si tu es en appart, puis qu'il y a juste ton appart qui est décontaminé, puis qu'il y en a chez le voisin aussi, ben ça pourrait revenir chez toi. Okay? Mais au moins, tu vas pouvoir dormir correctement pendant quelques nuits. L'autre, je pourrais vous montrer... Oups, pardon. En fait, je crois que je vais vous montrer un petit extrait d'un vidéo. Okay? Dans le fond, ici, c'est une mouche. Mais la mouche pond ses œufs, ça peut être sur le bord d'une plaie ou dans une cavité naturelle comme la bouche. Okay? Donc, il y a des animaux qui vont être infectés par ça. Donc, par exemple, un animal qui serait blessé a une plaie. La mouche va s'approcher de la plaie et pondre ses œufs dedans. Donc, les larves vont se développer dans la plaie. Mais ça peut arriver aussi que vous ayez des plaies dans la bouche. Okay? Par exemple, ça se produit plus souvent dans les régions un petit peu plus pauvres. Okay? L'hygiène buccale n'étant pas parfaite, il y a des dents qui sont manquantes, il y a des dents qui sont vraiment très cariées ou quoi que ce soit. Puis les mouches vont pondre leurs œufs là-dedans. Donc, je vous montre la petite vidéo. Donc, on va voir. Okay, j'ai changé la diapo. Là, je suis rendu dans un autre cours, mais peu importe. Donc, la petite vidéo n'est pas le fun, encore une fois, je vous le dis tout de suite. Là. Okay. On voit les larves présentes dans la bouche du patient. Donc, il y en a vraiment beaucoup dans ce cas-ci. Donc, on voit que l'hygiène buccale a été déficiente et les larves bougent dans la plaie, dans la gencive de la personne. Vraiment pas cool. Donc, ensuite, un autre type d'acarien. Okay. Plusieurs personnes vont être porteurs de cet acarien-là, puis vous n'en aurez pas de conséquences graves. Mais quand on y pense, c'est un petit peu dégueulasse. Donc, regardez-là comment il est gros. Pourquoi il est gros de même? Ben, c'est particulier, c'est parce qu'il n'y a pas d'anus. Donc, il accumule tout ce qu'il a à accumuler. Et on va les retrouver où? Okay? À la base des poils. Okay? Donc, on peut les retrouver, par exemple, au niveau des follicules pileux dans vos sourcils, vos cils, okay? Les poils ailleurs sur votre corps. Donc, ça peut être le cas. Okay? C'est généralement inoffensif, mais ça peut causer des rosacées. Il peut y avoir transmission là, par des objets d'hygiène personnelle. Okay? Donc, je sais pas moi, vous avez un nouveau mascara, mais vous avez des acariens comme ceux-là, vous le prêtez à une amie, ben, vous pourriez le transmettre comme ça. Okay? Mais bon. Les vecteurs maintenant, donc les insectes okay, ou arthropodes peuvent être des vecteurs de maladies. On a vu par exemple que le Zika était transmis par un moustique. Donc, exemple de maladie transmise par les vecteurs. Là. Il y a le Zika, vous avez la fièvre jaune, vous avez la maladie de Lyme. Okay, pour ceux et celles qui ne se rappellent pas comment on l'écrit. Donc, Lyme disease, transmis par les tiques. Vous avez la malaria, transmise par l'anophèle femelle. On a la leishmaniose qui était transmise par la sandfly ou le phlebotum. Quoi d'autre? On avait vu la maladie de Chagas qui était transmise par la réduve. La mouche tsetse qui était le vecteur de la maladie du sommeil. Bref, beaucoup d'insectes sont des vecteurs de maladies. Puis bon, juste pour revenir là, sur ou catégoriser les arthropodes, donc quand on parle d'arachnides, okay, donc les araignées, les acariens, les tiques ont 8 pattes. Les crustacés, on les distingue parce qu'ils ont 4 antennes. Donc crabes et crevisses peuvent être des vecteurs de maladies. Puis les insectes, là les abeilles, vous allez me dire, ben, c'est quoi que ça transmet les abeilles? Ils peuvent transmettre le botulisme via leur miel, okay, donc des toxines du botulisme. Les mouches peuvent être des vecteurs de plein de maladies. Les poux peuvent transmettre le typhus ou la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, puis les moustiques peuvent en transmettre plein. Si on contrôle ou on éradique
ces vecteurs-là, ce sont des bons moyens de limiter la transmission des maladies. Donc, par exemple, à une certaine époque, on le fait peut-être même encore, là, à Gatineau, faire de l'épandage dans les cours d'eau ou les eaux stagnantes, là, les marais, des choses comme ça, pour tuer les larves de moustiques, pour empêcher justement la transmission de certaines maladies comme le virus du Nil, par exemple. Donc, si vous avez d'autres exemples de maladies qui peuvent être transmises par des arachnides ou des insectes, pas besoin de savoir tout ça par cœur. Okay? C'est des exemples supplémentaires. Petite vidéo intéressante. Okay? Là, l'été tire à sa fin, ou peut-être qu'au moment même où vous allez écouter la vidéo, ça va être l'automne. Donc, les tiques vont être moins problématiques, mais pendant l'été, que ce soit vous ou votre chien avec lequel vous avez pris une marche, vous allez dans la forêt, il faut vérifier votre peau, la peau de votre chien, okay, si jamais il y avait des tiques. Donc, la vidéo vous explique comment la retirer sécuritairement. Aussi, on vous mentionne de conserver la tique dans un petit bocal puis de l'amener à l'hôpital où on va pouvoir faire des tests dessus pour voir si elle est porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi qui rend les gens malades. Encore une fois, d'autres exemples. Okay? Donc, on a plein d'insectes ici. Où on les trouve, puis quelles sont les maladies qu'ils causent. Puis, parfois, okay, la chance qu'on a, c'est d'avoir peut-être certains vaccins ou comment est-ce qu'on peut prévenir les infections. Okay? Donc, avec des répulsifs à insectes, avec des filets recouverts de DDT là, pour repousser les insectes pendant la nuit. Complétez votre glossaire. Okay, avec les différents termes sur tout le chapitre là, sur les organismes eucaryotes. Pardon. Et aussi, dans votre petit manuel, okay, je vous demanderai le petit abrégé des infections, là, comme vous l'avez fait un petit peu avec les bactéries, donc de retrouver ces micro-organismes-là, eux aussi pourraient être matière à examen, mais vous aurez droit à votre petit manuel, là, votre petit cahier à l'examen. Répondez aux questions qui sont là. Comme je l'ai dit, trouvez et mettez un post-it pour identifier les micro-organismes que l'on a vus ici. Et voilà, ça termine ce chapitre-là. J'espère que vous avez appris une chose ou deux, que ça ne vous a pas trop marqué, traumatisé. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, je vais être là pour vous aider. Bonne journée.